Pouvez-vous nous dire quelles accusations sont vraies? Je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Certaines accusations sont vraies, d'autres non. Pouvez-vous nous dire quelles accusations sont vraies? Je ne sais pas trop, c'est loin. Mark perd tous ses moyens, il ne maîtrise plus ses réponses et transpire un peu plus. Et il se... C'est à l'aise. Mais pour revenir au lobbying, en fait, ce que j'ai vécu à Bruxelles, il paraît que c'est normal. Et donc il y a 3000 policy managers et 30 000 lobbyistes. Alors, tous les quarts d'heure, ils frappaient à ma porte et ils venaient au nom de l'industrie chimique, etc., du gaz, de toutes les grandes branches. À chaque fois que vous tapez sur votre bouton pour voter, en fait, il y a un lobby derrière. Et donc, l'Europe est un être des abysses. Ce qu'elle craint, c'est la lumière. C'est une zone grise. On ne sait pas qui achète qui. Ce qui est certain, ce que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, c'est qu'en fait, les commissaires sont des futurs lobbyistes et les lobbyistes sont des futurs commissaires. Donc, il y a un mélange des genres qui porte à la prise illégale d'intérêt. Et ce à quoi vous avez fait allusion il y a un instant, j'y reviens, c'est une réunion qui a eu lieu le 17 mars 2007, à laquelle j'ai été mêlé par le plus grand des hasards, parce que j'avais des jours en retard, il fallait que je vienne pointer. Donc avec ma carte, je suis rentré, et là, il y avait des nœuds papes partout. Le pape, l'hyperclasse, en fait. Ah bah, c'était top, la super classe invisible, et je reconnais Kissinger. Il y avait Brzezinski, il y avait des grands patrons, Anne Lauvergeon, il y avait avec des petites tables très bien achalandées, et ils parlaient entre eux, puis il y a eu les discours, et je suis resté jusqu'au bout. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était la trilatérale branche Europe. Ils étaient 400. Et ils disaient qu'il faut détruire les nations. Il disait qu'il faut détruire l'homogénéité des nations. Très intéressant. Pour pouvoir augmenter les marchés. Avoir le marché planétaire de masse. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Ils parlaient du réchauffement climatique. Ils disaient que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants « sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous », non, sauvez la planète. C'est là. Et il parlait de la nécessité de réunir dans le même combat les deux libéralismes, le libéralisme économique, en faisant sauter les frontières, et le libéralisme sociétal. Ils ont le droit de discuter entre eux, ce sont des chefs d'entreprise, ou discuter aussi avec des chefs d'entreprise, ils l'ont fait au Parlement européen, et pas forcément un complot. Absolument, c'est pas forcément un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit, mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'évangile, on dit, faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent, ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Voilà. Donc en fait, le groupe Bilderberg, la trilatérale, ça existe. Alors, la différence entre moi et beaucoup d'autres, c'est beaucoup de gens disent « Ah, c'est le complot, la conspiration mondiale ». Non, mais non, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Et là, ils parlaient de quoi? C'est pas une conversation, là. Ils disaient, voilà les objectifs. Et parmi les objectifs, ce jour-là, en 2007, il y avait le fameux traité transatlantique. Et ce traité transatlantique qui se prépare, c'est un traité qui va installer un tribunal arbitral privé permettant aux entreprises multinationales, nationales, de traîner les États, de faire condamner les puissances publiques. C'est un traité dans lequel, par exemple, les appellations contrôlées, les appellations protégées disparaîtront. Et on nous imposera le poulet, le javel, etc. Donc en fait, c'est un traité qui va faire découvrir ce qu'est le fameux rêve européen. Le rêve européen n'était pas de construire une nation nouvelle à la place des nations défuntes.
défunte à Maastricht. Le rêve européen, c'était de livrer un espace sans nation, sans gouvernement, sans démocratie, sans limite territoriale, de le livrer au marché planétaire de masse sous clé américaine. Et quand on disait ça, nous les conscrits de Maastricht, des gens comme Séguin, Pasqua, Chevènement et Le Pen, le Poulet, le Javel, etc. Donc en fait, c'est un traité qui va faire découvrir ce qu'est le fameux rêve européen. Le rêve européen n'était pas de construire une nation nouvelle à la place des nations défuntes à Maastricht. Le rêve européen, c'était de livrer un espace sans nation, sans gouvernement, sans démocratie, sans limite territoriale, de le livrer au marché planétaire de masse sous clé américaine. Et quand on disait ça, nous les conscrits de Maastricht, des gens comme Séguin, Pasqua, Chevènement et Le Pen, on nous disait vous êtes des menteurs, vous exagérez. En fait, on était en dessous de la réalité. I am definitely glad to be here, and I'm here to talk about something that is so important to us. This is a very serious threat to the continuing existence of our nation. And I don't get much more important than that. So as Americans, you'll find yourselves completely at odds with and deeply concerned by the agenda for the 21st century. And it's called that by the United Nations. That's why it's Agenda 21. It's the agenda for the 21st century. It's called that by the United Nations and by the world, all 179 nations that signed on to it. It is a blueprint. It is the action plan to inventory and control all land, all water, all minerals, all plants, all animals, all construction, all means of production, all information, and all human beings in the world. Doesn't get much more comprehensive than that, does it? So it's a transition from representative government to government by unelected boards and commissions. It's the erasure of jurisdictional boundaries. And you find that you will lose your property rights, your private property rights, and of course you want to remember your body is your most important private property. Amen. Loss of sovereignty, and ultimately, of course, your loss of freedom. So, of course, you're going to be concerned about this, not just as Tennesseans and not just as Americans, but as citizens and human beings in the world. United Nations Agenda 21 Sustainable Development was signed on to by 179 nations in 1992 at the Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil. George H.W. Bush committed the United States to implementing sustainable development principles, and it has been supported by every president ever since. It's a global plan, but it is implemented locally. So United Nations Agenda 21 Sustainable Development is the biggest public relations scam in the history of the world. And I wish I was exaggerating, but I'm not. It is actually far more than that. The agenda for the 21st century is a recipe for destruction that enables and justifies monitoring and metering and restricting our energy and water usage. You'll see that as smart meters. Instituting a carbon tax on industry, sinking our economy, exhausting our military with endless war, diagnosing a huge portion of our population with mental illness and drugging us, revamping the school system by inserting sustainable development principles into every course, from kindergarten all the way through to postgraduate school. It declares our public lands off limits to humans, changes every land use document in the nation
to require high-density development, high-density housing in city centers to more easily monitor and control us. It allows for warrantless searches and domestic surveillance. We have been identified as enemy combatants in our own country. We have seen the redefinition of torture. If an enemy was trying to destroy us, it couldn't do a better job. This is the erection of a corporatocracy, a total global totalitarian state, and it is happening now. C'est une arnaque invisible, certains diraient géniale, qui a coûté 5 milliards d'euros aux États de l'Union européenne. L'escroquerie est liée à la taxe carbone qui permet, vous le savez, aux entreprises d'acheter et de vendre des droits à polluer. Les fraudeurs se sont en fait engouffrés dans une faille du système. Certains diraient génial, qui a coûté 5 milliards d'euros aux États de l'Union européenne. L'escroquerie est liée à la taxe carbone qui permet, vous le savez, aux entreprises d'acheter et de vendre des droits à polluer. Les fraudeurs se sont en fait engouffrés dans une faille du système. Comment payer son essence vraiment moins cher? À Valence dans la Drôme, Michael a trouvé une solution surprenante, mais illégale. Il paraît normal que ce soit interdit? Non, pas du tout. Surtout que là, écologiquement, ça a servi une fois dans les friteuses, ça sert une fois dans la voiture, donc c'est que du bonheur. Nous avons réalisé cette carte. Interdit? Non, pas du tout. Surtout que là, écologiquement, ça a servi une fois dans les friteuses, ça sert une fois dans la voiture, donc c'est que... No flashing lights, no titles. You won't see the term Agenda 21 anywhere except to label you crazy. But you are not crazy. The plan is crazy. We are not crazy. Amen. Amen. Okay, so here's how it all works. There is an overarching political and social philosophy that goes with this plan, and it is communitarianism. It says that you need to balance the individual's rights with the rights of the community. Now, you're an American. You know that your Constitution guarantees your individual rights, the rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. Now, you were born with those rights. Those rights were given to you by your Creator. They cannot be taken away by any government or granted by any government. They are guaranteed to you by your Constitution, your individual rights. But under communitarianism, the community's rights need to be balanced with your rights. Now, what is the community? What are the community's rights? They are undelineated. They are not written. They can change at any time. When they're balanced with the individual's rights, the community's rights are always like a brick, and the individual's rights are like a feather. That's the idea of balance. Now, I have an image that I like to use, and some of you have seen me do this, and I like to do it because it's visual. So just think about this. We've got a couple of clear glasses. One glass is full of water, and that's a constitutional republic. That's what we have here in the United States, constitutional republic. Then we have another glass, and it's a glass of water. And, it's a glass of milk. And that is a communitarian state. Communitarian state, Soviet Union, Communist Soviet Union, Communist China, Hitler's Germany. That's a communitarian state. It's all for the fatherland, all for the common good. Okay? So that's your milk. So now you're going to take a glass pitcher, you're going to put it down here on the table, and you're going to balance. You're going to pour those together, and you're going to balance them, and now what do you have? You got milk, don't you? You have lost your individual rights. They have been subsumed into the rights of the community. It is all for the common good. Think about that when you lose your rights to your water. You don't own that water. You don't own that water. That water belongs to the community. So, Agenda 21 is dependent on something called the Hegelian dialectic. And basically the way this works is it creates, you have a crisis that is created, and then a solution that's posed. And the balance between the two becomes the new normal. The rights
of the community. It is all for the common good. Think about that when you lose your rights to your water. You don't own that water. You don't own that water. That water belongs to the community. So, Agenda 21 is dependent on something called the Hegelian dialectic. And basically the way this works is it creates, you have a crisis that is created, and then a solution that's posed. And the balance between the two becomes the new normal, because you know, everybody has to give and take a little bit. You got to have your compromise, right? You never would have allowed a compromise of your freedom and your private property rights, and you have been brought through a series of incremental compromises to a place that you never would have accepted. This is the balance. So, what's the crisis? Global warming, climate change. Climate change, global warming. I don't know, it's serious. The planet's in danger. Oh my goodness, chaos, disaster. The sea levels are rising. You're going to have to get your snorkel out or you're not going to make it, right? No time to lose. In 100 years, we're all going to be underwater. It's all going to be over soon. And all intelligent people agree that it's our fault. Now, I'll tell you, I got this from this little rag of a newspaper where I live. It says, it's hard to deny that the Earth is functioning well over capacity. Like an overworked horse, it's simply a matter of time before the global organism collapses. Right. Okay. Feel that panic? Got that terror kind of getting you? Feeling nervous about it? This is dependent on your ability, your inability to think clearly. It's dependent on your nervousness, your fear, and your ability to react instead of to think clearly and not just react, but to be a thinking, logical human being. All intelligent people agree now that it's our fault. Our selfish, wasteful, greedy ways have destroyed the planet. Almost. Okay, what do? UN to the rescue. Here it comes. UN's going to save the planet. For millions of years, this lake thrived. But now it is dying. Poisoned by humans who put themselves above nature. It's time to stop the killing. It's time to heal our planet. It's time to remove your footprint. Agenda 21 is coming soon. I'm Melissa Melton reporting for Infowars.com. As Agenda 21, the United Nations plan to take control of the world from the local level up, grows across America under the guise of the Green Movement, our national sovereignty, our personal freedom, and our very way of life is under attack. What is Agenda 21 for new listeners? Why is it important? And what are the new big developments? I mean, is it safe to say the battle is joined right now, Rosa? For people who don't know what Agenda 21 is, it's not what is Agenda 21, it's almost what isn't. It is the blueprint, it is the action plan to inventory and control all land, all water, all plants, all minerals, all construction, all animals, all means of production, all energy, all information, and all human beings in the world. It is a completely comprehensive plan, it's global, and it's implemented locally. Agenda 21 highlights include the destruction of the family unit in the name of sustainable development, with people being forced to live in tight, compact cities and high-rise stack-em-and-pack-em apartments no bigger than this 16 by 16 foot space. This map, entitled Simulated Reserve and Corridor System to Protect Biodiversity, illustrates how the UN's Agenda 21 plan would work in the United States. Under this takeover, all personal property rights would cease to exist. The red zones, which make up the map's majority, will be mandated for little to no human use. The yellow zones are buffer zones for highly regulated use. Only in the scant green areas is any normal human use allowed. The tiny black dots are the dense megacities, where transportation will be tightly controlled, freedom will be restricted,
and people will be packed in like sardines, living in tiny 275 square foot units amounting to little more than jail cells, all in the name of saving the earth. Pourquoi la France ne protège-t-elle pas sa population contre le risque aluminium? Tout s'est joué il y a 12 ans, quand le ministère de la Santé a enterré ce dossier. En 1998, une équipe épidémiologique de Bordeaux travaille sur la maladie d'Alzheimer. Elle fait une découverte importante. Une forte teneur en aluminium dans l'eau du robinet pourrait être un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. L'exposition à un taux d'aluminium dans l'eau d'adduction supérieur à 100 microgrammes par litre était associée à un risque majoré de maladie d'Alzheimer, un risque à peu près augmenté de 50%. Right now, Rosa? For people who don't know what Agenda 21 is, it's basically, it's not what is Agenda 21, it's almost what isn't. It is the blueprint, it is the action plan to inventory and control all land, all water, all plants, all minerals, all construction, all animals, all means of production, all energy, all information, and all human beings in the world. It is a completely comprehensive plan, it's global, and it's implemented locally. Agenda 21 highlights include the destruction of the family unit in the name of sustainable development, with people being forced to live in tight, compact cities and high-rise stack-em-and-pack-em apartments no bigger than this 16 by 16-foot space. This map, entitled Simulated Reserve and Corridor System to Protect Biodiversity, illustrates how the UN's Agenda 21 plan would work in the United States. Under this takeover, all personal property rights would cease to exist. The red zones, which make up the map's majority, will be mandated for little to no human use. The yellow zones are buffer zones for highly regulated use. Only in the scant green areas is any normal human use allowed. The tiny black dots are the dense megacities, where transportation will be tightly controlled, freedom will be restricted, and people will be packed in like sardines, living in tiny 275 square foot units amounting to little more than jail cells, all in the name of saving the earth. Pourquoi la France ne protège-t-elle pas sa population contre le risque aluminium? Tout s'est joué il y a 12 ans, quand le ministère de la Santé a enterré ce dossier. En 1998, une équipe épidémiologique de Bordeaux travaille sur la maladie d'Alzheimer. Elle fait une découverte importante. Une forte teneur en aluminium dans l'eau du robinet pourrait être un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. L'exposition à un taux d'aluminium dans l'eau d'adduction supérieur à 100 microgrammes par litre était associée à un risque majoré de maladie d'Alzheimer, un risque à peu près augmenté de 50%.
Ce que je voulais vous montrer, c'est ceci, c'est assez exceptionnel. Ce sont en fait des nuages, on les voit très bien, toute cette ligne. Alors, ce sont les navires, figurez-vous, avec la condensation. C'est un petit peu ce qui se passe fréquemment par les avions. Là, ce sont les navires qui provoquent de la condensation et comme un anticyclone qui fait comme un couvercle, ça bloque ces traînées nuageuses. Ce sont ces nuages. Regardez d'ailleurs. Ils balancent de l'aluminium, du barium, du soufre pour modifier le climat. Les éléments qu'on retrouve le plus couramment, donc les sels de barium qui ont par ailleurs des symptômes infantilisants ou de paralysie musculaire. Il y a alors un certain nombre de virus mutés, de microbes, etc. Là, c'est dans certains types d'épandage. Va-t-on bientôt trouver des éléments faiblement radioactifs dans des pneus, des matériaux de construction ou encore des vêtements? C'est en tout cas la crainte de la CRIRA, d'une association respectée dans le domaine du nucléaire. Elle a mis le doigt sur un arrêté ministériel qui rend possible des dérogations pour les industriels. Un recours a été déposé devant le Conseil d'État. Agnès Monteux, Benoît Gadret, Diane Richard. Demain, allons-nous nous balader sur un vélo radioactif en portant une laine polaire radioactive avant de promener nos bébés dans des landaux radioactifs? C'est ce qui alarme cette association de spécialistes du nucléaire, mais un récent arrêté interministériel pourrait tout remettre en cause. Il autorise des dérogations pour incorporer des radioéléments dans les biens de construction comme le béton ou les biens de consommation, plastique ou ferraille. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h45, nous sommes le dimanche 4 mai. Voici les titres de l'actualité. Illuminati, c'est notre mot du jour. Il s'agirait d'une organisation ultra secrète, infiltrée dans la société, qui dominerait le monde en quelque sorte. Cette théorie du complot, alimentée par les réseaux sociaux, connaît de plus en plus d'adeptes, notamment parmi les jeunes, lycéens ou étudiants, qui s'influencent mutuellement, au point que certains professeurs lancent des mises en garde. Xavier Gégère et Yanis Matisse. Katy Perry, reine d'Égypte dans son dernier clip, est accusée d'être une élite qui domine le monde. La faute à cet œil d'Horus et à cette pyramide, des symboles qui, selon la théorie du complot, appartiennent aux Illuminati. You know what was going on in my life at 15 and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, yeah. But it didn't work out and so I sold my soul to the devil. Pointée du doigt, Lady Gaga, Jay-Z, mais aussi... I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Lisa came with a few toys like a Happy Meal. Ou encore des cris comme sataniques. Injecté de sang qui appelle à la violence. Un Christ représenté par un singe, traque en forme de croix. Ces images de blasphème sont tirées d'un clip de Marilyn Manson. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce chanteur américain est un des plus gros vendeurs de disques dans le monde. Star chez les ados, ce provocateur né multiplie dans ses chansons les références au satanisme. Il a fait du rejet du christianisme un véritable business. Donc ils se disent qu'il faut inventer autre chose. Le catholicisme, c'est l'oppression, le protestantisme, ça marche pas, et cette autre chose va s'appeler la laïcité. Mais une laïcité qui naît dans les loges, nourrie de toute cette histoire, va d'abord apparaître comme une religion laïque. Ce terme est employé, religion laïque, ce terme est employé, religion contre la religion catholique. Et lorsque les républicains, fondateurs d'ailleurs de la religion laïque, vont prendre le pouvoir à travers l'école, dans le fond, ils vont... à travers les instituteurs, à travers les cours de morale laïque qui a été publié, à travers les programmes scolaires, eh bien, ils vont essayer de constituer non seulement une république matérielle, mais une république spirituelle. Est-ce que vous vous appelez à une sorte de messianisme républicain ? Non, bien sûr que non, mais vous savez, cette religion laïque, elle est formulée essentiellement par les philosophes au sein de la République. Je crois, à un moment, ce qui est pour moi, et on l'a republié au Port de l'Eau, le plus grand penseur spirituel de la République, un des plus grands penseurs laïques, intervient dans le débat. Il s'appelle Félix Pécaud, il était le fondateur des écoles normales, c'est le premier à Fontenay à faire ses prières laïques du matin, c'est tout à fait étonnant.
Alors, Led Zepp baignait dans une atmosphère un petit peu sataniste, un petit peu luciférienne. On a parlé de magie noire, on a parlé d'insignes nazis. Vous étiez branché par ça à l'époque? Disons que je m'intéressais au mysticisme. Alors vous êtes un grand admirateur d'un dénommé Aleister Crowley. Cet Aleister Crowley a réussi à faire disparaître son reflet dans un miroir. Quand j'ai quitté les renseignements généraux pour prendre ma retraite, j'ai longtemps pensé à ce que j'avais vécu. Et j'ai vécu des choses qui étaient atroces et qui m'avaient énormément bouleversé. Et j'ai pas pu couper le fil et j'ai voulu continuer. Et puis aussi, j'avais appris tellement de choses que je me disais aussi que les gens qui étaient autour de moi, et si j'en parlais, si j'en discutais, ils me prenaient presque pour un fou. Ça ne pouvait pas exister. On ne peut pas arriver à un niveau tel. Et donc j'ai voulu écrire ce livre pour pouvoir alerter les gens qui le liront, et pour qu'ils sachent exactement ce qui se passe à l'intérieur d'une secte sataniste. Parce qu'on dit secte sataniste, ouais, ils sont méchants, ils sont dangereux, ouais, Satan. C'est des rituels sexuels. En fait, c'est pas ça, c'est pire. On peut aller jusqu'à des extrêmes incroyables. Les viols, les tortures, les meurtres, jusqu'au cannibalisme. Donc c'est pour ça que j'ai voulu créer un déclic chez les personnes qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait à l'intérieur des sectes satanistes. J'ai voulu faire savoir aux gens qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Je voulais faire savoir que les gourous étaient extrêmement dangereux, et j'ai écrit ce livre dans ce sens. Et alors vous rappelez qu'il y a à peu près 25 000 adeptes du satanisme en France, ce qui est énorme. Ouais, c'est ce qu'a dit l'ami Vilude, oui. Voilà, et ça expliquerait en grande partie les profanations de cimetières chrétiens. Alors on n'en parle généralement pas dans les médias, on préfère parler des cimetières musulmans ou juifs qui sont profanés, ce qui est très grave, mais en nombre, ce sont les cimetières chrétiens qui sont beaucoup plus profanés, et on pourrait se demander pourquoi. Or vous dites c'est principalement dû aux satanistes. Il est clair qu'effectivement il y a davantage de profanation sur les sites chrétiens. C'est parce que les satanistes sont opposés obligatoirement à tout ce qui est la religion chrétienne, le Christ, etc. Donc il n'y a plus d'intérêt pour eux. On vous dira que ce sont des jeunes qui ont fêté, qui ont trop bu et qui se sont amusés, c'est un jeu, etc., etc. Ce sont des skinheads, ce sont des gars d'extrême droite, ce sont des hooligans après un match bien arrosé qui sont allés à un cimetière pour s'amuser. Moi je ne suis pas d'accord. On sait que ce sont des satanistes parce qu'ils emploient des termes dans leurs graffitis et autres qui sont vraiment les termes des satanistes. Alors vous décrivez dans le livre notamment... il y a beaucoup de scènes qui sont assez dures, mais très réalistes, et donc elles sont tirées de faits réels, qu'on vous a rapporté. Et il y en a une notamment où il y a une profanation de cimetière, justement, où vous avez les deux jeunes qui sont suivis par d'autres adultes derrière, mais eux descendent dans un caveau, l'ouvrent, arrachent les crânes de cadavres à peine morts, enfin... morts depuis peu, je veux dire, et donc il y a notamment le cadavre d'un bébé et d'une mère, enfin, et après ils se servent des crânes dans leur messe, c'est ça, dans leur rituel. Oui, je tiens à dire que tous les exemples qui sont donnés dans mon livre sont tous tirés d'une histoire réelle. Et ce cas que vous venez de soulever, je l'ai vécu moi-même. Ah. J'ai fait une enquête sur cette affaire-là, ça s'est passé tout près de Toulouse. Les tombes ont été ouvertes, les corps ont été sortis, les crânes ont été arrachés des corps, etc. etc. Les profanateurs sont partis avec les crânes et ils les avaient même, puisqu'on les a retrouvés, on les a identifiés et ils ont été emprisonnés, ils les avaient cachés sous leur lit. J'imagine les odeurs, ça devait être très agréable.
Et alors, dans ces messes, je ne sais pas comment il faut les appeler, des messes noires ou des messes rituelles, enfin... Bah, il y en a qui l'appellent messe noire, messe rouge, les rituels sataniques, etc. Enfin, on retombera toujours sur les mêmes résultats, c'est-à-dire des violences. Ouais. Alors justement, parmi ces violences, vous citez, alors il y a, moi, un des passages qui m'a vraiment soulevé le cœur, enfin, c'est peu de le dire, c'est quand vous décrivez un bébé qui se fait tuer par le responsable de cette messe, qui est un jeune en plus, qui est lui-même manipulé. Bon, on laissera découvrir ça au lecteur, mais est-ce que ça arrive vraiment que des enfants, voire des bébés, soient comme ça assassinés? Vous savez, il y a une multitude de disparitions d'enfants par an. Des enfants, voire des bébés, soient comme ça assassinés? Vous savez, il y a une multitude de disparitions d'enfants par an en France. Et quand on connaît le chiffre, on est complètement sidéré. Il y a pratiquement 1 millier d'enfants qui disparaissent en France, sur le millier de chaque année. Et on a un exemple, je ne me souviens pas, je n'ai pas le nom à mémoire, d'une fille qui était repentie, qui a pu sortir d'une secte où elle disait qu'elle était violée, qu'elle était enceinte, qu'on leur interdisait d'avorter parce que ça leur permettait d'avoir des enfants et ces enfants étaient ensuite sacrifiés. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Elle appartenait dans cette secte. Et il y a plein de cas où on a su, plus ou moins tôt ou tard, qu'il y avait des enfants qui étaient sacrifiés sur l'autel. Et il y en a malheureusement beaucoup. Et il y a notamment une scène dans le livre où vous racontez comment on récupère des enfants, enfin un enfant à sa mère parce que c'est une veuve, je crois, et donc il passe... Il y a notamment une scène dans le livre où vous racontez comment on récupère des enfants, enfin un enfant à sa mère parce que c'est une veuve, je crois, et donc il passe une petite annonce. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots? Parce que c'est une petite annonce. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots? Parce que oui, là ça c'est une anecdote réelle aussi. Il y avait eu une annonce faite sur Internet où une personne demandait à adopter un enfant, moyennant bien sûr récompense financière, et en fait c'était un gourou, et puis il gardait toujours l'espoir de trouver des pauvres filles dans l'embarras, dans la misère, et qui étaient prêtes à contre-cœur bien sûr de vendre leur enfant parce qu'elles ne pouvaient pas faire autrement, et au lieu de les abandonner, et comme on leur faisait penser qu'ils allaient être très heureux, etc., et qu'elle allait recevoir une somme alléchante, eh bien, elles craquaient et elles vendaient leur enfant. Et cet enfant, après, était sacrifié. Je peux vous dire que même quand je l'ai écrit, ça m'a fait très mal. Parce que je me suis mis dans la peau de celui qui faisait l'achat, premièrement. Comment il avait monté cette affaire, comment il avait acheté, et après, ensuite, comment il avait tué. Et vous savez, c'est mon premier livre en plus, écrire des passages aussi difficiles, même la violence de l'acte est difficile à écrire parce qu'il est très dur de trouver les mots qui correspondent à ce qu'on ressent. Et ça m'a énormément choqué. Et ceux qui ont un peu feuilleté mon livre ont même sauté ce passage, parce qu'il était effectivement très dur. Mais il y a plusieurs passages de ce genre. Enfin, moi, je me rappelle très bien du passage où le bébé est assassiné. C'est vrai que... Alors, je crois que vous ne parlez pas de cannibalisme, ça ne me dit rien dans le livre. Si, j'en parle un petit peu, ouais, j'en parle un petit peu. Pourquoi? Parce qu'une fois ça aussi, malheureusement, ça se produit. C'est pas tous les jours, c'est pas chaque fois, mais ça s'est produit. Vous expliquez, d'ailleurs, il y a une progression, moi il me semble que vous avez voulu faire passer un message selon lequel, au début, c'est plutôt des trucs sympathiques, genre rituels sexuels, parce que c'est assez sympathique pour certaines personnes. Puis rapidement, quand même, on va commencer à les manipuler par la violence, comme vous l'avez dit, et puis on va les menacer très gravement s'ils parlent. Alors, vous avez même un personnage qui fait l'objet de taupe, enfin qui est la taupe de la secte, donc on peut suivre un peu tout ça. Tout ça est basé sur des faits là aussi. Vous avez été en relation avec des taupes heureusement que pour combattre le satanisme, on ne peut pas, nous les fonctionnaires des renseignements généraux, y rentrer.
ça serait très difficile. Et là, sur ce que fait la justice en France et la police, donc est-ce que vous transmettiez évidemment toutes ces informations-là, comment elles étaient exploitées après? Est-ce qu'il y a eu des conséquences? Parce que vous avez étudié ces sectes pendant longtemps. Écoutez, mon travail, moi, c'était de faire des recherches dans ma région. Déjà en premier, ensuite de faire des rapports pour relater mes découvertes. Ensuite, après, on les transmettait donc au ministère de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur, elles sont reprises, elles sont recentrées de tous les services de province, et ils font des synthèses et qui sont transmises. Après, qu'est-ce qu'ils en font? Moi, je ne suis pas à Paris. Mais est-ce que la justice fait ce qu'il faudrait qu'elle fasse, ou est-ce qu'elle est assez laxiste sur le sujet? Alors là, moi, je ne parlerai pas en tant que flic, je parlerai en tant qu'homme de la rue. Je suis surpris. J'ai l'impression que la justice ne fait pas son travail. Mais là, c'est moi qui parle, c'est pas le flic. Pourquoi je dis ça? Parce que il a été découvert le réseau Van Voort il y a quelque temps, il y a quand même quelques années. Il y avait 93 000 photos de mémoire, 88 enfants photographiés, donc il n'y a qu'une dizaine de milliers de doublons. Donc ça veut dire 88 000 sur les 90 enfants uniques. Voilà, uniques. Et qu'est-ce qui a été fait? Je dirais rien. Rien n'a été fait. On n'a pas recherché un seul enfant. On a transmis un CD-ROM en France. Ce CD-ROM a été transmis ensuite aux services compétents qui ont enquêté dessus. Et puis, il y a eu un non-lieu. Un non-lieu, pourquoi? Parce que, paraît-il, ces enfants français qui apparaissaient sur ce CD-ROM qui avait été découvert, je crois qu'il y en avait 80 ou 81 de mémoire, étaient identifiés. Donc, in the world. Doesn't get much more comprehensive than that, does it? So it's a transition from representative government to government by unelected boards and commissions. It's the erasure of jurisdictional boundaries. And you find that you will lose your property rights, your private property rights, and of course you want to remember your body is your most important private property. Amen. Loss of sovereignty, and ultimately, of course, your loss of freedom. So, of course, you're going to be concerned about this, not just as Tennesseans and not just as Americans, but as citizens and human beings in the world. United Nations Agenda 21 Sustainable Development was signed on to by 179 nations in 1992 at the Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil. George H.W. Bush committed the United States to implementing sustainable development principles, and it has been supported by every president ever since. It's a global plan, but it is implemented locally. So United Nations Agenda 21 Sustainable Development is the biggest public relations scam in the history of the world. And I wish I was exaggerating, but I'm not. It is actually far more than that. The agenda for the 21st century is a recipe for destruction that enables and justifies monitoring and metering and restricting our energy and water usage. You'll see that as smart meters. Instituting a carbon tax on industry, sinking our economy, exhausting our military with endless war, diagnosing a huge portion of our population with mental illness and drugging us,
Pouvez-vous nous dire quelles accusations sont vraies? Je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Certaines accusations sont vraies, d'autres non. Pouvez-vous nous dire quelles accusations sont vraies? Je ne sais pas trop, c'est loin. Marc perd tous ses moyens, il ne maîtrise plus ses réponses et transpire un peu plus. C'est à l'aise. Mais pour revenir au lobbying, en fait, ce que j'ai vécu à Bruxelles, il paraît que c'est normal. Et donc il y a 3000 policy managers et 30 000 lobbyistes. Alors, tous les quarts d'heure, ils frappaient à ma porte et ils venaient au nom de l'industrie chimique, etc., du gaz, de toutes les grandes branches. À chaque fois que vous tapez sur votre bouton pour voter, en fait, il y a un lobby derrière. Et donc, l'Europe est un être des abysses. Ce qu'elle craint, c'est la lumière. C'est une zone grise. On ne sait pas qui achète qui. Ce qui est certain, ce que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, c'est qu'en fait, les commissaires sont des futurs lobbyistes et les lobbyistes sont des futurs commissaires. Donc, il y a un mélange des genres qui porte à la prise illégale d'intérêt. Et ce à quoi vous avez fait allusion il y a un instant, j'y reviens, c'est une réunion qui a eu lieu le 17 mars 2007, à laquelle j'ai été mêlé par le plus grand des hasards, parce que j'avais des jours en retard, il fallait que je vienne pointer. Donc avec ma carte, je suis rentré, et là, il y avait des nœuds papes partout. Le pape, l'hyperclasse, en fait. Ah bah, c'était top, la super classe invisible, et je reconnais Kissinger. Il y avait Brzezinski, il y avait des grands patrons, Anne Lauvergeon, il y avait avec des petites tables très bien achalandées, et ils parlaient entre eux, puis il y a eu les discours, et je suis resté jusqu'au bout. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était la trilatérale branche Europe. Ils étaient 400. Et ils disaient qu'il faut détruire les nations. Il disait qu'il faut détruire l'homogénéité des nations. Très intéressant. Pour pouvoir augmenter les marchés. Avoir le marché planétaire de masse. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Ils parlaient du réchauffement climatique. Ils disaient que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants « sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous », non, sauvez la planète. C'est là. Et il parlait de la nécessité de réunir dans le même combat les deux libéralismes, le libéralisme économique, en faisant sauter les frontières, et le libéralisme sociétal. Ils ont le droit de discuter entre eux, ce sont des chefs d'entreprise, ou discuter aussi avec des chefs d'entreprise, ils l'ont fait au Parlement européen, et pas forcément un complot. Absolument, c'est pas forcément un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit, mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'évangile, on dit, faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent, ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Voilà. Donc en fait, le groupe Bilderberg, la trilatérale, ça existe. Alors, la différence entre moi et beaucoup d'autres, c'est beaucoup de gens disent, ah, c'est le complot, la conspiration mondiale. Non, mais non, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Et là, ils parlaient de quoi? Donc, c'est pas une conversation, là. Ils disaient, voilà les objectifs. Et parmi les objectifs, ce jour-là, en 2007, il y avait le fameux traité transatlantique. Et ce traité transatlantique qui se prépare, c'est un traité qui va installer un tribunal arbitral privé permettant aux entreprises multinationales, nationales, de traîner les États, de faire condamner les puissances publiques. C'est un traité dans lequel, par exemple, les appellations contrôlées, les appellations protégées disparaîtront. Et on nous imposera le poulet, le javel, etc. Donc en fait, c'est un traité qui va faire découvrir ce qu'est le fameux rêve européen. Le rêve européen n'était pas de construire une nation nouvelle à la place des nations défuntes.
défunte à Maastricht. Le rêve européen, c'était de livrer un espace sans nation, sans gouvernement, sans démocratie, sans limite territoriale, de le livrer au marché planétaire de masse sous clé américaine. Et quand on disait ça, nous les conscrits de Maastricht, des gens comme Séguin, Pasqua, Chevènement et Le Pen, le Poulet, le Javel, etc. Donc en fait, c'est un traité qui va faire découvrir ce qu'est le fameux rêve européen. Le rêve européen n'était pas de construire une nation nouvelle à la place des nations défuntes à Maastricht. Le rêve européen, c'était de livrer un espace sans nation, sans gouvernement, sans démocratie, sans limite territoriale, de le livrer au marché planétaire de masse sous clé américaine. Et quand on disait ça, nous les conscrits de Maastricht, des gens comme Séguin, Pasqua, Chevènement et Le Pen, on nous disait vous êtes des menteurs, vous exagérez. En fait, on était en dessous de la réalité. I am definitely glad to be here, and I'm here to talk about something that is so important to us. This is a very serious threat to the continuing existence of our nation. And I don't get much more important than that. So as Americans, you'll find yourselves completely at odds with and deeply concerned by the agenda for the 21st century. And it's called that by the United Nations. That's why it's Agenda 21. It's the agenda for the 21st century. It's called that by the United Nations and by the world, all 179 nations that signed on to it. It is a blueprint. It is the action plan to inventory and control all land, all water, all minerals, all plants, all animals, all construction, all means of production, all information, and all human beings